Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie de la conversation que nous avons eue dimanche. Enfin, en réalité, dimanche, c'est encore aujourd'hui, mais puisque nous sommes diffusés mercredi, il est bon de rappeler que tout ça est enregistré dimanche. Donc, tout ça est fictif. Tout ça est entièrement fictif et nous-mêmes, d'ailleurs, ne sommes pas absolument assurés de ne pas l'être. Nous avons donc, avec Jean-Louis Bourlange, avec François Bujon de l'Étang, avec Lucille Schmid et avec Lionel Zinsou, abordé deux sujets, celui des relations entre la France et les États-Unis et un autre intitulé « Que reste-t-il du macronisme et de la Macronie ?» Et c'est maintenant avec les questions du public que nous allons prolonger cette discussion. Il y a déjà là, Christian, devant toi, merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est une question pour François Bujon de l'Étang, dont je salue la clarté. Vous avez répondu de façon très cinglante tout à l'heure à la question lorsque les États-Unis s'adressent à l'Europe, à qui s'adressent-ils ? En mentionnant différents États, et je dis cinglant parce que vous n'avez pas mentionné les institutions européennes. Et voilà, et pourquoi ? François Bujon de l'Étang. D'abord, je vous remercie de votre appréciation, mais oui, c'est vrai, j'aurais pu mentionner les institutions européennes, mais les États-Unis partagent avec la Russie et la Chine une caractéristique entre d'autres, c'est qu'ils considèrent Bruxelles comme une résultante et pas comme un interlocuteur. Pour eux, les interlocuteurs, c'est Berlin, Londres, jadis, naguère, pardon, Paris, Rome, ce sont les puissances finalement. Et ils préfèrent parler aux capitales nationales que parler à Bruxelles. Alors bien sûr, dans les sujets qui nous occupaient notamment aujourd'hui, le sujet de l'IRA par exemple, les problèmes de protectionnisme, dont on va peut-être redire un mot parce que je suis en effet resté sur ma faim, c'est à Bruxelles qu'il faudrait parler puisque c'est Bruxelles, c'est l'Union européenne qui est responsable de la politique commerciale. Mais il reste que les États-Unis ne se plient pas volontiers à un dialogue avec Bruxelles. Il y avait, par exemple, pendant longtemps et institutionnellement, un sommet Union européenne-États-Unis. Il a été abandonné, finalement, sous l'administration Obama, parce que les Américains considéraient que c'était une corvée et qu'au fond, ils préféraient de beaucoup leur contact avec les Français, les Allemands, les Italiens, que sais-je, les Espagnols, plutôt qu'un dialogue avec Bruxelles. C'est un état de fait, en réalité. Pour eux, l'Union européenne, Bruxelles, c'est un arrangement, c'est une résultante, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas véritablement un interlocuteur, car s'ils savent bien que l'Union européenne existe, s'ils ont un traité avec elle dans le cadre de l'OMC, par exemple, ou dans d'autres cadres commerciaux, pour eux, le vrai pouvoir est ailleurs, il est resté dans les capitales nationales. Et si vous parlez de la diplomatie chinoise ou de la diplomatie russe, vous retrouvez la même caractéristique et le même travers. On ne parle pas volontiers à Bruxelles, on ne le fait que quand on ne peut pas faire autrement. Puis-je peut-être juste dire que tout ça est vrai, mais n'est pas aussi vrai de la Banque centrale européenne, par exemple. C'est-à-dire, quand on a des interlocuteurs pertinents, ça devient très important. Le dialogue Federal Reserve, la Banque centrale des États-Unis, oui, avec la BCE. Et à Jackson Hole, la réunion des gouverneurs chaque mois d'août, qui est très importante au sommet, c'est les deux voix les plus importantes, d'une certaine manière, encore plus que la Banque d'Angleterre ou la Banque du Japon. C'est la Banque centrale européenne. Oui, et donc la Banque centrale, elle, est une institution qui parle aux États-Unis et les États-Unis lui parlent. Et il y a quand même un condominium de la politique monétaire mondiale entre les deux institutions. Donc quand l'institution est vraiment pertinente, elle fonctionne. Lucille Schmid. Oui, moi ce qui me semble intéressant par rapport à votre question, c'est de remarquer que certes on ne parle pas aux institutions européennes, mais lorsqu'Emmanuel Macron répond à Joe Biden, il répond en termes européens. Et notamment, il se sert par exemple de ce qu'ont fait les États-Unis sur le Buy American Act, pour promouvoir un Buy European Act, par exemple. Donc on voit bien que lorsqu'on est un chef d'État européen, la question de l'existence de l'Union européenne est une manière de démultiplier la puissance et l'influence que l'on peut avoir. Donc ça me semble être un point essentiel, c'est qu'il faut se rappeler que l'Union européenne, certes, a des institutions, mais ces institutions sont à la fois, comme vous le savez, supranationales comme la Commission, mais il y a aussi ce Conseil des chefs d'État. Et en ce sens, on peut considérer que s'adresser à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est le chef d'État, qui d'une certaine manière incarne le fait d'avoir, vis-à-vis des États-Unis, défait le populisme en Europe, c'est une manière de
aussi d'être Emmanuel Macron l'Européen, surtout lorsqu'Emmanuel Macron a toujours promu l'idée de souveraineté européenne. Donc ça me semble un élément important. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que vous avez tous raison. Il me semble qu'il y a une assez grande régression de l'attente, non seulement internationale, mais même à l'intérieur de l'Europe, des États européens, à l'égard des institutions communes. Ce qui, pour moi, est assez dramatique, parce que je pense que l'union fait la force, et que le fait de parler ensemble avec une seule voix à travers des institutions européennes était une bonne chose. Mais je remarque effectivement que, par exemple, dans les négociations sur l'agriculture, il y a une vingtaine d'années, il y avait une négociation autour de Blair House, etc., qui était très profondément centrée sur les menée par les diplomates bruxellois d'un côté, enfin européens et américains de l'autre, même si effectivement la France avait joué un rôle particulier. On se rappelle le rôle de Balladur pour arriver à un accord, mais il y avait cette affaire-là. Et je pense que ça tient au fait que ce qui est au centre de l'agenda a changé. On est passé d'un agenda qui était très profondément juridico-commercial, qui était celui des relations économiques entre le continent américain et entre l'Amérique et le continent européen, à un agenda géopolitique où effectivement les États sont de retour. Et nous avons énormément de difficultés sur le plan géopolitique à faire émerger quelque chose qui ressemblerait à un pouvoir commun sur le plan européen. Là, c'est back to basics, c'est retour aux puissances traditionnelles. Je pense que c'est là l'un des grands défis de l'Union européenne que de réinventer des formes de solidarité politique adaptées aux défis géopolitiques qui sont les nôtres. Alors, je profite qu'encore les bras hésitent à se lever pour poser une question à François Bujon de l'Étang. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de l'Inflation Reduction Act ? Non, l'Inflation Reduction Act, je voulais dire oui, il y a plusieurs choses à dire sur l'inflation. D'abord, je l'ai dit, je crois, dans mes remarques tout à l'heure, c'est un grand succès de l'administration Biden. Et il a beaucoup travaillé pour faire voter cette loi. Il a eu du mal, puisqu'il lui manquait même des sénateurs démocrates, rappelez-vous. Et il a réussi, et c'est ce qui reste... Que nous avons vu attentivement, comme le président Macron, qui est assez sympathique. Monsieur Manchin. Qui a lui tout seul, et le parti centriste américain. Bon, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Je suis convaincu d'ailleurs que M. Macron ne s'en fait pas. Et les Américains ne reviendront pas sur cette législation, même pour l'amender. Ils ne le feront pas. Ce qu'on peut espérer de mieux là-dessus, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des waivers, c'est-à-dire d'obtenir que l'administration et les agences fédérales qui appliqueront l'Inflation Reduction Act puissent faire bénéficier les entreprises européennes d'un certain nombre de dérogations, comme on l'a fait pour d'autres lois qui nous gênaient beaucoup, pour la loi d'Amato-Gilman, par exemple, pour des choses comme ça. C'est la meilleure méthode que l'on puisse espérer. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que je disais tout à l'heure qu'on se plaignait des Américains quand ils étaient isolationnistes, et quand ils sortaient de l'isolationnisme pour devenir impérialistes, on s'en plaignait aussi. Avec l'IRA, c'est un peu pareil. Nous avons, si je puis me permettre cette remarque un peu iconoclaste, nous avons vociféré pendant des mois et des mois sur le thème que les Américains ne faisaient rien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour lutter contre le réchauffement climatique. Aucune action, aucune législation, etc. Crac, voilà qu'ils en prennent une, qui se trouve être l'IRA, dans lequel on va donner des subventions à des industriels américains qui vont trouver les moyens de créer des véhicules électriques, des piles électriques, que sais-je, ou des énergies renouvelables. Et alors là, du coup, on se plaint aussi en disant « Ah ben non, c'est quand même pas possible, ils vont porter du tort à l'industrie européenne ». Quoi que fassent les Américains, nous les critiquons. Ça, c'est une de nos constantes. Ils le savent d'ailleurs, et c'est une des raisons pour lesquelles nous les énervons parfois. Mais je voulais le dire. Alors, ce qui est vrai, c'est que il faut se défendre avec les moyens que l'on a. Les Américains, je suis en désaccord avec Lionel Zinzou sur l'histoire du protectionnisme. Il n'y a pas plus protectionniste que les Américains. Toutes leurs pulsions sont fondamentalement protectionnistes. Ça ne les empêche pas d'être des grands libéraux, bien entendu, mais ils ont des pulsions professionnelles. Et toute proposition protectionniste a une traction politique très forte aux États-Unis. Elle en a à droite avec la droite républicaine, elle en a à gauche avec les syndicats, bien entendu. C'est pour ça que démocrates et républicains se retrouvent là-dessus. Et dans le populisme américain,
tout ce qui est sur la défense des intérêts américains vient en premier. America First, c'était M. Trump, après tout. Et c'est bien cette idée, il faut protéger... Quand on lui parlait de Mme Merkel et des Allemands, il disait qu'il y avait trop de Mercedes dans les rues des villes américaines. Et ça a beaucoup de traction, une très forte traction politique aux États-Unis. Alors, sur l'IRA, il y a effectivement quelque chose de très protectionniste. C'est pas protectionniste dans la mesure où on n'érige pas une barrière, mais on favorise les industries américaines au détriment, ou les étrangers qui auront fabriqué aux États-Unis, au détriment, bien entendu, de ce qui se fera à l'extérieur. La meilleure façon d'avoir une guerre commerciale, c'est effectivement d'avoir un Buy European Act que l'on posera au Buy American Act. Et c'est pourtant ce que conseille M. Biden, d'ailleurs. Il donne ce conseil à M. Macron. Pourquoi est-ce que vous ne vous dotez pas d'un Buy European Act? C'est quand même tout à fait intéressant. Vous voyez que la pulsion protectionniste est toujours la plus forte. Mais, voilà, je m'en tiens là. Jean-Louis Bourlange. Non, moi, je voulais juste dire un mot en prolongement de ce que vient de dire François sur l'histoire. La guerre civile américaine, que nous appelons la guerre de sécession, s'est faite sur 3 enjeux. Le plus connu, l'esclavage. Le second, tout aussi important, peut-être plus important à l'époque dans l'esprit de ceux qui ont engagé la lutte, le degré de pouvoir de l'État fédéral par rapport aux États fédérés. Et le troisième, c'était le libre-échange. Le Sud était libre-échangiste et le Nord était protectionniste. Or, il ne nous a pas échappé que c'est le Nord qui a gagné. Oui, mais Lionel Zinsou. que politiquement, cela soit vrai, qu'il y ait une traction très forte, que ce soit un mythe essentiel aux États-Unis, c'est une chose. Si vous regardez avec un regard d'économiste et non pas d'analyste politique, un pays protectionniste qui passe son temps à être pénétré par l'ensemble des autres pays, la Chine de façon spectaculaire. C'est quand même 400 milliards de dollars de déficit. Personne dans l'histoire, jamais, même pas les États-Unis, évidemment, n'ont atteint ce stade de pénétration de leur marché par la Chine. Mais l'excédent de l'Union européenne ne fait que progresser. Alors là, ça va être atténué par les livraisons de gaz de GNL en 2022. Mais l'Union européenne est évidemment en excédent croissance aux États-Unis, qui sont de plus en plus pénétrés. Et ils ne sont pas pénétrés que par des flux de commerce et des flux de services. Ils le sont par des flux d'investissement. Et donc, une partie des Mercedes et toutes les BMW, etc., et Volkswagen qu'on voit aux États-Unis et qui créent cette idée, pourquoi y a-t-il tant de Mercedes dans les rues aux États-Unis, sont produits aux États-Unis, comme les immenses usines Toyota et Nissan. Faire très, très attention au fait que la réalité économique, c'est un protectionnisme en échec. Et je vous rappelle que les accords sur les tarifs pour que la Chine achète de plus en plus de produits américains et les Américains de moins en moins de produits chinois, c'est 2018-2019 Trump avec un bilan à faire à 2021. En 2021, le déficit américain vis-à-vis de la Chine a juste doublé. Donc, il y a une chose entre la traction politique formidable du protectionnisme et l'économie la plus pénétrée au monde par des importations. Lucien Schmitt. Peugeot, soit connu aux États-Unis. C'est une vision comptable. C'est pas une vision comptable, c'est une vision économique. Comme dit le speaker de la Chambre des communes, order. Lucien Schmitt. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout un paradoxe sur le fait que et Joe Biden et Emmanuel Macron, au fond, sur ces questions de dérèglement climatique, mettent l'accent vraiment très exclusivement et de manière très centrale sur les questions de voitures. Je vous rappelle que lorsqu'Emmanuel Macron a pris la parole récemment vis-à-vis des Français, il a expliqué qu'on allait exporter très prochainement 2 millions de voitures électriques dans le monde entier. Joe Biden utilise cette question climatique pour relancer l'appareil productif américain et on le comprend. Il y a au fond, des deux côtés, il y a 2 hommes d'État qui veulent utiliser cette question climatique, cette question écologique, si je puis dire, dans le cadre d'une relance de l'appareil productif et d'une nouvelle spécialisation qui, en termes de mondialisation, correspond, je pense, plutôt au vieux modèle. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette question, c'est qu'il y a eu une discussion entre Janet Yellen et Bruno Le Maire sur ce que Janet Yellen appelle le offshoring, c'est-à-dire le fait qu'il peut y avoir une sorte d'entente bilatérale, en fait, entre des vrais partenaires, des vrais alliés des États-Unis sur des investissements croisés, et ça rejoint
rejoins ce que disait Lionel sur la question des investissements à l'étranger, où on se met à produire des voitures aux États-Unis, où les Américains produisent des voitures en Europe. Et on voit bien comment, dans cette discussion, on favorise la question bilatérale. Je rappelle aussi que sur la question de l'OMC, les États-Unis, sciemment, ont privé en fait l'OMC de toute capacité à vraiment régler les contentieux commerciaux en ne nommant pas de juge dans la chambre d'appel de l'OMC. Et donc aujourd'hui, si vous allez à l'OMC, de toute façon, c'est encalaminé, c'est encarafé, il n'y a aucune possibilité de multilatéralisme. Il y a un choix très clair du bilatéralisme, vous le savez bien, François, par rapport au multilatéralisme du côté américain, y compris avec une stratégie. Après, le sujet, c'est est-ce que c'est du bilatéral États-Unis-Europe ou est-ce que c'est du bilatéral États-Unis-France, États-Unis-Allemagne? Il est évident qu'Emmanuel Macron voudrait que ce soit du bilatéral États-Unis-France/Europe, parce que Olaf Scholz est aujourd'hui fragilisé et qu'il ne permet pas, il n'est pas un interlocuteur du niveau de Joe Biden, mais on voit bien aussi comment du côté américain, ils veulent faire du France-États-Unis et non pas France/Europe. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes passés du concept de question du public à question devant le public. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui n'ait pas été découragé par cette manière d'accaparer la parole que nous venons d'avoir? Oui, il y a quelqu'un. Merci, monsieur. Oui, à travers les différentes questions qui ont été déjà abordées, je m'inquiète ou je m'intéresse à la possibilité de l'émergence d'une Union européenne plus forte, plus unie. Alors pendant la période Trump, on s'est rendu compte tout d'un coup qu'on ne pouvait pas dépendre de l'allié américain. Et il y a eu un début d'émergence de dire mais il faut reconstruire une Union européenne politique. Avec l'émergence de la Chine, il y a également la question de l'indépendance industrielle, technologique par rapport à la Chine. Et depuis qu'on a l'agression russe et les interruptions de fourniture de gaz, on se rend compte à quel point la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie en termes énergétiques et également dépendance vis-à-vis de la Chine dans bien d'autres domaines. Tous ces éléments-là, est-ce que ça va conduire un jour à renforcer l'idée de créer une Union européenne plus forte? Et si oui, quels pourraient être les éléments déclencheurs? Oui, merci. Une question simple et à laquelle il est facile de répondre. Oui, je crois que il y a tout lieu de partager, non pas du pessimisme, mais une réelle inquiétude sur les effets de ce qui se passe depuis quelques mois sur l'Union européenne. On pouvait avoir une lecture un peu heureuse, un peu rose, en disant l'Europe occidentale est menacée, elle reconstitue son unité, les Allemands découvrent la nécessité de la puissance qu'ils avaient toujours méprisée pour des raisons qui s'expliquent trop bien depuis quelques décennies, et nous reconstituons certes l'Alliance Atlantique, mais en même temps nous affirmons une présence géopolitique. Le Danemark rejoint la politique extérieure et de sécurité commune dont il s'était tenu écarté. L'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, ça crée une homogénéité et une complémentarité plus facile à gérer entre les solidarités article 5 de l'OTAN et les solidarités article 42.7 de l'Union européenne. Ça, c'est l'optimisme. La réalité, c'est que nous sommes en présence d'une situation, à mon avis, très complexe. Pas tellement du fait de l'Italie. L'Italie, je pense qu'on va normaliser la situation avec l'Italie, mais du fait de l'Allemagne. Je ne dis pas du tout ça de façon polémique à l'égard de l'Allemagne, mais je crois que l'Allemagne est dans une situation de très grande incertitude sur ce que les Américains appelleraient son destin manifeste. Elle a le patriotisme allemand, c'est pour l'essentiel l'industrie. L'industrie, ce sont des relations privilégiées avec la Chine. Or, les États-Unis ont fait de l'antagonisme avec la Chine, de la confrontation avec la Chine, l'axe majeur de leur politique. La relation de second point fondamental chez les Allemands, c'est la relation avec la Russie. Ils ont estimé, et c'était un calcul qui n'était pas idiot, que les pires victimes d'un embargo du gaz russe en direction de l'Europe occidentale, ce seraient à terme les Russes, et que donc on pouvait faire confiance, non pas à la bonne volonté russe, mais à l'intérêt bien compris des Russes, et développer donc des échanges donnant une énergie à relativement bon marché et un peu moins carbonée que le charbon
à l'Allemagne. On voit ce qui se produit. Aujourd'hui, ils sont pris complètement à contre-pied. La troisième incertitude allemande, c'est l'écologie. Ils ont choisi une ligne écologique très dogmatique, très magique, le refus du nucléaire, sans avoir du tout une analyse comparative de la situation. Madame Merkel, de ce point de vue-là, porte une responsabilité historique importante dans la promptitude, la rapidité et l'irréflexion stratégique, mais pas du tout électorale, avec laquelle elle a abandonné le nucléaire. Tout ça crée une situation très difficile, avec une coalition tripartite où les partis sont divisés entre eux et les partis sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Le parti du chancelier, c'est le parti le plus acquis historiquement aux choix qui sont mis en cause. Et les Allemands, autant ils sont assez à l'aise, comme le bon pharisien de l'Évangile, quand tout va bien, ils peuvent se dire, globalement, nous sommes les meilleurs. Et donc, étendre leur générosité à des gens qui ont l'amabilité de les considérer comme meilleurs qu'eux, notamment les Français, qui gèrent évidemment leurs affaires budgétaires n'importe comment. Mais ils sont beaucoup moins à l'aise dans une situation qui les interpelle au plus profond de leur choix. Et là, et là, on sent bien que derrière les grandes déclarations initiales du chancelier Scholz, qui manifestement est un homme très introverti, qui n'a pas du tout arbitré en profondeur toutes ces contradictions, il y a une tentation assez opportuniste qui est de dire on va maintenir la relation avec la Chine. Pour maintenir la relation avec la Chine, on va augmenter la contribution de défense à l'OTAN, puisque c'est ça que veulent les Américains. Ils veulent qu'on contribue davantage, et on va, avec cet argent, acheter du matériel militaire américain. Ça sera bon pour Biden. On va acheter, en quelque sorte, la complaisance américaine pour avoir le maintien de nos relations avec la Chine. Et quelles sont les victimes de cela? C'est évidemment l'industrie de la défense européenne. Alors que chacun sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est pas là que les Allemands ont investi le plus. C'est surtout l'affaire des Français. Et donc, ça crée une tension et une assez grande indifférence au développement d'une capacité européenne de défense. Alors, tout ça est très incertain parce que on ne sait pas ce que sera la politique américaine demain. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai discuté avec des sénateurs américains, démocrates, ils m'ont dit, mais Trump n'est pas du tout fini. Ne croyez pas. Trump contrôle très largement le Parti républicain. Encore maintenant, les Trumpistes, si bornés soient-ils, et si malheureux ont-ils été dans pas mal de circonscriptions, exercent une fonction terroriste sur les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat, et les oblige donc à être extrêmement circonspects à l'égard de Trump. Or, si on a un retour de Trump c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous dit la Chine c'est l'ennemi, l'Allemagne c'est le second ennemi. Bon, et là donc les Allemands sont en situation difficile. Alors nous avons, je ne dis pas une carte à jouer car je trouve ridicule cette histoire de carte, pas un jeu de cartes, mais nous avons certainement un rôle, une mission qu'on peut essayer d'assumer en maintenant, de coûte que coûte, les relations avec l'Allemagne. On a déjà eu un accord laborieux sur le SCAF, très laborieux, très partiel, mais dans lequel Dassault ne s'est pas trop mal tiré d'affaire, et il faut continuer comme ça. Mais le Buy American Act, Biden, il se fiche un peu de nous, parce que on sait bien que ça serait un truc anti-chinois, en réalité, dans l'esprit des Américains. Et les Allemands ne marcheront jamais dans un truc anti-chinois. C'est pas la France qui fera le Buy American Act, c'est l'Europe. Et donc l'Allemagne. Donc là, on est quand même en situation effectivement délicate. Mais moi, je maintiens personnellement que le cap stratégique, ça doit être d'unir les Européens, d'essayer d'aider les Allemands à surmonter les contradictions dans lesquelles ils sont, maintenir le temps, développer des capacités de défense européennes, trouver une transition écologique ménageant le nucléaire, et une relation équilibrée avec la Chine. C'est très difficile. La route, la porte est étroite. Lionel, Lucille Schmitt. Oui, moi, je voulais vous répondre en vous disant qu'un des paradoxes, c'est qu'au moment de la crise du coronavirus,
l'Europe, qui pouvait sembler faible et désunie, en fait, est sortie renforcée avec le plan de relance et la capacité à articuler le Green Deal avec le plan de relance européen. Et je pense que la difficulté actuelle, c'est que l'Europe n'a jamais été une puissance classique et qu'on est dans un contexte où, avec la guerre en Ukraine, c'est les attributs de la puissance classique qui sont en train de reprendre de l'importance. Et on voit bien dans la réponse de Jean-Louis la question de la défense, la question de l'OTAN, donc la question, au fond, de la capacité à maîtriser la guerre. Alors même que l'Union européenne a toujours basé sa puissance sur le soft power et qu'elle avait réussi au moment du coronavirus à se doter d'instruments économiques et financiers. Et aujourd'hui, alors que Ursula von der Leyen avait été désignée sur les questions écologiques, avec le Green Deal, le pacte vert dont parlait Lionel tout à l'heure, c'était ça le grand projet européen, mais il apparaît singulièrement décalé dans un monde où, au fond, ce qui compte, c'est la guerre, c'est la capacité offensive, c'est la capacité à être agressif. Donc, par rapport à ça, ce qui me semble important, c'est de constater qu'il y a deux institutions, la Commission européenne et le Parlement européen, qui, a priori, sont plutôt dans l'idée de porter l'Europe plus loin, mais que du côté des États, la division, notamment entre l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale, comme ça a été rappelé par l'ensemble d'entre nous et spécifiquement Jean-Louis, tout ça crée, au fond, une désunion, alors même que, je dirais, il y a 2 ans, on était dans une capacité à se dire l'Europe est relancée, notamment à cause des questions écologiques. La COP27 vient de s'achever et l'Union européenne n'a pas joué le rôle de médiation qu'elle aurait dû jouer. Moi, je pense que la possibilité pour l'Union européenne de porter un projet de puissance, c'est de ne pas seulement penser à la défense, à la guerre, mais évidemment d'articuler cette capacité guerrière qu'elle doit avoir dans ce monde incertain, avec une capacité à porter des sujets d'avenir. Tout à l'heure, on a discuté sur la gauche et la droite. Moi, je pense que la gauche et la droite, et je suis quelqu'un de gauche, sont plutôt dépassées parce qu'elles n'intègrent pas correctement cet enjeu de dérèglement climatique et de questions, par exemple, des faits scientifiques par rapport à la décision politique. Donc, dans cette situation, l'Union européenne ne peut être forte que si elle arrive à avoir une vision d'avenir, une capacité à penser le futur et à s'adresser à ceux qui vivront demain dans un monde très incertain. Et pour l'instant, la guerre, ça empêche ce genre de choses. François Bujon de l'Étang. C'est vrai, je souscris à tout ça, et tout ce qui est étatique restera le privilège finalement des États et des capitales. Et n'en déplaise à notre ami qui est là-bas et qui a posé la question au début, je pense que les Américains continueront à parler aux capitales, même s'ils parlent à Bruxelles du climat ou de la santé ou de quelque chose. Je voulais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis, mais aussi avec ce que vous ont dit malheureusement vos interlocuteurs américains. C'est-à-dire que il faut, si nous voulons être lucides et si nous voulons savoir à quoi nous attendre dans les années qui viennent, il faut savoir que nous aurons affaire à de fortes pulsions protectionnistes aux États-Unis, car les États-Unis, malgré la vision comptable de notre ami Lionel, sont une puissance profondément protectionniste et qui veut fonder toujours sur les rapports de force ses relations avec les autres. Et par ailleurs, nous aurons affaire au Trumpisme. Parce que même si nous n'avons pas M. Trump Redux en 2024, nous aurons le Trumpisme qui lui survivra et qui restera une dominante de la politique américaine. Lionel Zinsou, comptable. Oui, non, je pense que c'est excellent pour les comptables, la remarque de François. Si comptabilité est juste un raisonnement tout petit peu rationnel et économique doivent être désormais synonymes, va pour l'approche comptable. C'est le côté Nicole Questio de François. Non, mais on ne peut pas être protectionniste quand on est la plus grande économie du monde. On ne peut pas émettre le numéraire du système monétaire international qui est le dollar. Et on voit combien le choc est fort quand le dollar prend 15% contre toute monnaie. Nous sommes dans un monde où, depuis plusieurs semaines, il faut soutenir non seulement l'euro, le franc suisse, le yen japonais, évidemment la livre sterling, le yuan chinois, tant le dollar s'affermit et accroît l'inflation par rapport à ce qui est simplement le jeu des prix. Bon, quand on est dans cette position-là, on peut avoir une immense traction protectionniste. Ça peut dominer la pensée de M. Trump, dont l'échec est considérable sur le traité passé avec la Chine pour être protectionniste de façon négociée. C'est un échec total. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de volonté protectionniste, c'est qu'il n'y a pas de possibilité protectionniste. Le monde fonctionne parce que la puissance américaine se laisse pénétrer sur ces marchés et que sa monnaie est devenue la monnaie du monde et donc elle peut émettre tout ce qu'il faut pour être en permanence en déficit. Et cela, c'est juste
comptable, mais c'est dominant. Je vous remercie. La semaine prochaine, nous reprendrons le cours de nos badas de la série Ici, c'est pour la culture. On a déjà donné, comme c'est le cas chaque mercredi. J'ai dit d'ailleurs que le compendium arriverait dans votre boîte de courriel le mercredi. C'est le mardi qu'il arrive. Et puis, j'en profite pour vous dire que la prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu l'année prochaine, le 8 janvier. Merci à toutes et à tous et à bientôt.